bien, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis assez étonné d'ailleurs parce que quand on est en concurrence avec Woody Joule, c'est pas forcément facile d'attirer du monde. J'espère que peut-être le thème va vous intéresser, peut-être que le mob programming vous connaissez déjà. En tout cas, moi je suis là pour vous parler de programmation fonctionnelle et plus particulièrement de principes de programmation fonctionnelle qui sont devenus des habitudes dans ma façon de développer, dans mon style de programmation. Donc, je m'appelle Jérôme Agoustin, je suis développeur depuis une vingtaine d'années et j'ai eu la chance de croiser au rythme de différentes rencontres que j'ai pu faire, différentes pratiques de craft comme Extreme Programming et puis un peu plus tard le Domain Driven Design et la programmation fonctionnelle. Et toutes ces pratiques en fait ont eu une influence très grande sur ma façon de devenir développeur. Et donc là, je vous présente un petit peu, notamment sous cet angle de la programmation fonctionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, je considère que certaines pratiques sont intéressantes dans ma façon de développer. Alors aujourd'hui, je suis depuis 3 ans développeur chez Sunday, pour ceux qui ont pu croiser Elvira, qui est une collègue, ce matin. Sunday, donc, c'est la société qui met des QR codes sur les tables, et lorsque vous le scannez, vous pouvez partager la note, ou commander. D'accord, donc si vous voyez ces QR codes, c'est nous, voilà. Et chez Sunday, donc ça fait 3 ans, c'est quand même une équipe qui a une culture craft quand même assez intéressante. On utilise des langages relativement mainstream, Java principalement, un peu de Kotlin quand même, et du TypeScript. Et on est quand même, il y a quand même une certaine, on admet quand même une certaine dose de programmation fonctionnelle. Voilà. Sauf que il se trouve que dans cette boîte, je me fais un peu tancer par mon style de programmation, parce qu'on trouve que je fais des choses beaucoup trop fonctionnelles. Et quelque part, en fait, cette conférence, c'est une façon pour moi de leur expliquer pourquoi je travaille de cette façon-là. Alors il se trouve que juste avant d'être chez Sunday, j'ai eu la chance de faire partie d'une aventure dans une start-up qui mettait de la scale en production. Et je le savais avant de démarrer, mais ça s'est confirmé après, c'est que ça a littéralement une influence sur ma façon de développer. Et je vous conseille vraiment, alors peut-être pas de faire de la scale en production, parce que c'est pas forcément facile partout, mais en tout cas de vous intéresser à ce langage, parce que ça a changé la façon, et ça a changé réellement la façon dont je vois les choses, le modèle mental qui est le mien aujourd'hui. Déjà, je voudrais remercier l'équipe Alcraft parce que j'adore cette conférence. J'étais venu à la première édition et j'adore vraiment l'état d'esprit qui se dégage de cette conférence. Je suis ravi de revenir. Voilà. Et puis, je vais vous demander d'être un poil indulgent parce que ça fait quelques années maintenant que je n'ai pas donné une conf. Et celle-là, c'est la première. Elle est peut-être pas complètement au point, on verra ça. Mais en tout cas, voilà, soyez indulgents et je serai très preneur de vos feedbacks. Donc, j'ai mis le QR code là, mais je le remettrai à la fin. Vos feedbacks vont m'aider un peu à améliorer tout ça. Merci également aux sponsors, un petit mot quand même, parce que je sais à quel point c'est compliqué et c'est important en fait pour faire vivre une conférence, parce que j'ai eu l'occasion d'organiser des conférences dans mon coin, parce que je viens de Montpellier, et c'est important, et en plus dans une conférence sur le craft, ça vous permet en plus vous de repérer des sociétés qui justement ont au moins cet intérêt pour le craft. On l'a vu ce matin, moi en tout cas le mot des sponsors ce matin m'a bluffé, j'ai adoré ça. Alors, pour en revenir à la programmation fonctionnelle, premier constat qu'on peut faire, c'est quand même qu'il y a une réelle progression de plein de principes qui viennent de la programmation fonctionnelle à tous les niveaux. On peut même dire que dans certains cas, ça pousse plutôt très fort. Ouais, désolé pour les images. Ça pousse plutôt très fort à plein de niveaux, à commencer par les librairies. Donc vous avez des ensembles de librairies dans des langages mainstream qui apportent une certaine dose de fonctionnel. Aujourd'hui, nous, comme je le disais, on utilise principalement Java, et en Java, on utilise, dès le premier jour, on a utilisé Waver, qui nous a amené un certain nombre de structures de données qui nous permettent de voir les choses, de structurer notre code différemment et d'avoir un petit peu plus de fonctionnel. Et c'est vrai dans plein de langages, même dans les langages qui épousent aujourd'hui le paradigme fonctionnel, on va retrouver des librairies qui vont amener cette dose supplémentaire de fonctionnel et qui deviennent de plus en plus populaires. Alors oui, Link, c'est pas une librairie, mais je l'ai mis dans ce cas-là. Et puis c'est vrai aussi au niveau des langages eux-mêmes, et même dans les langages sur lesquels on n'aurait pas pensé au départ en injecter, comme C++, qui est quand même très objet, qui a cette connotation vraiment très objet. C#, depuis très longtemps, ça fait une vingtaine d'années maintenant en C#, il y a eu les délégués anonymes qui étaient les ancêtres des lambda, et puis après tout un tas
de principes venant du fonctionnel qui a emmené notamment à l'émergence justement de LINQ. En Java, il y a eu un gros boom lors de Java 8, un gros changement avec notamment les streams qui sont arrivés, qui ont emmené Windows, et puis plus récemment on a vu apparaître les records, les seed interface, seed class par exemple, et le pattern matching. Alors oui, j'ai mis Kotlin ici parce que c'est pas forcément, bon, c'est déjà un langage qui est un peu fonctionnel, mais comme j'avais un peu de place, ben, je l'ai mis. Voilà. Et puis comme j'avais plus de place, ben, j'ai pas mis PHP. Bon. Alors, pour autant, même si ça pousse fort, on se rend compte qu'il y a quand même une vraie résistance à l'adoption de ces pratiques. En tout cas, c'est ce que j'observe dans pas mal d'équipes, et notamment aussi dans la mienne, et que parfois même ça freine des cas de fer. Vraiment violemment. Donc je me suis posé la question de pourquoi on avait autant de rejets. Et le premier, en fait, c'est lié au gap et au nécessaire changement de modèle mental que que la programmation fonctionnelle impose. On va opposer d'un côté le style impératif et le style déclaratif. Le fonctionnel étant plutôt du style déclaratif. Le style impératif, c'est un style où on va s'intéresser au comment, c'est-à-dire comment on va arriver au résultat. Ce qui est intéressant dans le style impératif, c'est le détail et la séquentialité des traitements qu'on va arriver. Et donc ce qui nous importe, quelque chose de très important, c'est d'avoir la maîtrise sur le contrôle flow en style impératif. Dans un style déclaratif, c'est un petit peu différent, on va s'intéresser au quoi, pas au comment, mais au quoi, c'est-à-dire quel est le résultat. On va mettre le focus sur le résultat final, c'est ça qui nous intéresse. Et du coup, on va se rendre abstrait le contrôle flow. C'est-à-dire que le contrôle flow ne nous intéresse pas, c'est quelque chose qui peut s'abstraire, et donc à ce moment-là, on va trouver les abstractions qui vont éviter de nous polluer avec. D'accord ? Et aujourd'hui, on a dans cette opposition de style une réelle difficulté d'intégrer un petit peu de l'un dans l'autre. Et c'est ça qui coince un petit peu. Et le style impératif, ça reste le style largement dominant aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de personnes pour qui le passage de l'un à l'autre est trop compliqué, ils n'ont pas envie de le faire, ou tout simplement ils n'y arrivent pas, et donc ça crée du rejet. Une autre raison pour laquelle ça crée du rejet, c'est aussi que la programmation fonctionnelle s'appuie sur un ensemble de théories mathématiques, et que cet aspect mathématique peut être assez indigeste pour le développeur moyen comme je suis, et par moments ça crée du rejet. Hein. Et bon, alors après, un langage comme Haskell, ça reste un langage universitaire à la base. Hein. La question qu'on pose avec Haskell, c'est est-ce qu'on peut créer un langage qui peut être vérifié formellement par les mathématiques? C'est ça la question de départ. Bon, maintenant on peut faire de la prod avec, hein, sans problème. Sans problème, hein, littéralement. Et bien, forcément, pour arriver à ce résultat et avoir quelque chose qui est réellement utilisable, on est obligé d'aller chercher très loin dans les théories mathématiques. Et donc, effectivement, il y a cette complexité apparente qui gratte. Et là, dès qu'on arrive des fois dans certaines conférences, on voit certains sujets qui sont présentés sous cet angle et tout de suite, on décroche parce qu'il y a des concepts qu'on n'a pas forcément bien. Et ça crée aussi une forme de rejet. Et puis, aussi, pour cette raison-là, c'est vu de manière un peu élitiste. Alors, on a l'impression que parfois, c'est pour ceux qui comprennent tout ce qu'il y a derrière, et que nous, on va pas pouvoir arriver à ce niveau-là de compréhension, et donc on ne va pas y arriver. Et donc là aussi, ça crée du rejet. Alors, pour autant, et l'expérience que j'en ai eue, c'est que finalement, la programmation fonctionnelle, le cœur de la programmation fonctionnelle, j'ai envie de le résumer à ça c'est peut-être un des slides les plus importants de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la composition. L'idée de la programmation fonctionnelle, c'est de rendre tout le code et toutes les structures que vous avez créées composables. D'accord ? Une fois qu'on a compris ça, en fait, on a mis le premier pied dedans, et là, on peut commencer à avancer. C'est pour ça que j'aime bien cette image du puzzle. C'est l'idée qu'en fait, chaque petite partie a son rôle, et qu'en venant les composer, ça va former un tout qui est cohérent et qui finalement fait notre programme. Et on ne va pas les composer n'importe comment, on va les composer parce que les adaptations sont faites entre les différents traitements que j'ai là. D'accord ? C'est pour ça que j'aime bien parler de cette image du puzzle qu'on est en train de construire. En tout cas, moi, la façon dont, quand j'ai un problème à résoudre, tout de suite, j'essaie de voir quelles sont les pièces du puzzle et comment je vais arriver du début jusqu'à la fin, produire mon résultat, et quelles sont les pièces du puzzle intermédiaire que je vais pouvoir recomposer pour faire mon programme.
Alors, quand on parle de composition, on parle souvent de la composition de manière assez classique, oui j'aime bien ça aussi, la composition assez classique, c'est-à-dire je vais composer deux fonctions et elles deviennent composables à partir du moment où le type de sortie de la première est compatible avec le type d'entrée de la seconde, d'accord? Alors, ça c'est la composition la plus classique, la plus facile, je ne vais pas rentrer dedans, c'est pas le sujet. Ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est comment on fait pour composer dès que c'est un petit peu plus difficile. Et pour ça, on va essayer de pratiquer un peu, on va montrer un peu de code. Alors, normalement, vous m'entendez toujours? Très bien. Alors, je vous ai préparé des petits exemples pour essayer de mettre ça en lumière. Et notamment, il y a un principe dont je n'ai pas parlé, c'est une phrase que j'ai lue quelque part, et je n'ai pas retrouvé d'ailleurs l'origine, qui dit que la programmation fonctionnelle, c'est une abstraction au-dessus de l'impératif. Ça aussi, c'est une phrase qui a beaucoup résonné chez moi, et du coup, on va essayer de l'illustrer, d'accord? Et en illustrant ça, on va montrer aussi d'autres façons de composer notre code. Alors, ici, j'ai une batterie de tests qui tourne. J'ai là, par exemple, j'en ai un, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je suis resté dans le thème de ce que je manipule aujourd'hui chez Sunday, c'est-à-dire on manipule des menus, des commandes, et on passe des commandes qui vont dans une cuisine et qui sont traitées. Très bien. Pardon. Donc là, par exemple, j'ai un menu, et par exemple, sur ce menu, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'ensemble des produits, mais avec un discount qui a été appliqué. Bon. C'est des exemples extrêmement simples, on ne fait pas exactement ça, mais voilà, c'est juste pour illustrer mon principe. Quand je rentre là-dedans, en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement une implémentation qui est impérative, je vois une structure de contrôle, et en fait, finalement, dans la philosophie fonctionnelle, ce qu'on va faire, c'est, comme je vous l'ai dit, de rendre abstrait le contrôle flow. Et bien, en fait, c'est ce qu'on va faire par petites itérations. Donc la première chose qui m'intéresse, ça je vais l'extraire, c'est la liste des produits de départ, j'itère dessus, je vais le mettre à part dans une variable, pour l'instant son nom m'importe peu, et je vais la mettre de côté. On va voir pourquoi. L'objectif, encore une fois, c'est de rendre abstrait mon control flow. Ici, là j'ai quelque chose de très spécifique, j'ai le cœur de mon sujet, notamment ici. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je vais rendre abstrait en utilisant une fonction. Je suis en fonctionnel, je crée des fonctions. Là, je vais créer une fonction qui va finalement prendre un produit, donc ce que j'ai appelé un orderable product, et qui va me retourner aussi un orderable product. Ça, c'est ce que fait finalement le traitement spécifique qui est entre l'apply discount ici et le produit ici. D'accord? Oh là, pardon. C'est un peu loin. On va aller chercher cette fonction. Cette fonction, pour l'instant, son nom, copilot med, merci. En fait, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appliquer un discount, c'est-à-dire à partir d'un produit, elle applique le discount, elle retourne le produit. Bon, là, j'ai rien créé de fondamentalement cassant, donc j'ai toujours mes tests qui sont verts. Et ici, je vais pouvoir réutiliser cette fonction. Donc, pour réutiliser cette fonction, j'ai encore copilot qui m'aide, ça tombe bien, j'ai peu de temps. En fait, la simple chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter à ma liste de produits ici, que je suis en train de construire, je vais ajouter le produit qui est le résultat d'appel de cette fonction. D'accord? Jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est que ici, j'ai quelque chose que je vais pouvoir rendre générique. Comment je vais pouvoir le rendre générique? Déjà, je vais essayer de l'extraire dans une fonction pour essayer de le mettre ailleurs. Alors, cette fonction, pour l'instant, je vais essayer de l'appeler M. On verra un petit peu après. Et donc, dans cette fonction, j'ai quelque chose qui est effectivement un traitement assez spécifique, mais on va voir qu'avec quelques génériques, quelques tours de passe-passe, on va pouvoir la rendre relativement générique et la réutiliser dans d'autres contextes. Donc, par exemple, je vais rendre générique le type d'entrée. Et le type d'entrée, c'est la liste de produits que j'ai au départ. Donc, je vais mettre un T. Donc la fonction, elle va prendre un T qu'elle va transformer pour le moment en orderable product. Ici, j'itère sur un T, et là, de cette façon-là, j'ai rien cassé, j'ai juste un comportement un peu plus générique. Alors, je peux aller un peu plus loin pour rendre générique mon type de sortie, qui n'a pas besoin d'être le même que le T. Là, le fait que ce soit le même, c'est juste un cas particulier. Et donc, je vais, au lieu de retourner une liste de produits, c'est de retourner une liste de U. Donc, transformer mon T en U. Et ici, quand j'initialise une liste de U. D'accord. Et donc ici, j'arrive à un résultat qui est relativement générique, au nom près. C'est-à-dire que ici, je manipule des items, ça n'a pas besoin d'être des produits. Là, j'ai une fonction que je vais appeler un transform, par exemple, puisque je transforme un T en U. Et ici, ce que j'ai commencé à initialiser, ce sont par exemple, des transformed items.
Ok, donc vous voyez, j'ai quasiment, alors s'il y a le petit produit ici, hop, ici, là, en peu de temps, en quelques refactos, j'ai transformé un comportement qui était spécifique en quelque chose qui était finalement qui est devenu très générique. Et ça, en fait, ici, ça me permet finalement de m'abstraire de ce control flow. Alors ça, je vais aller un petit peu plus loin, je vais aller le mettre par exemple ailleurs parce qu'il a rien à faire là. Par exemple, on va créer un truc qui va s'appeler list function, puisque je vais mettre d'autres fonctions dedans. Et ce list function, on va le bouger. Ici, hop, voilà. On le refactor. Et donc ici, maintenant, vous voyez, là, dans mon traitement de départ, j'ai toujours pas cassé mes tests, hein, je fais confiance à mon éditeur aussi, c'est que ici maintenant quand j'inline, finalement, ici je suis en train de, vous voyez la structuration maintenant elle a changé, c'est-à-dire que maintenant j'ai une fonction que je suis venu composer avec le reste de mon traitement pour fournir un autre traitement plus complexe. Okay, et ça en fait cette fonction-là, vous voyez celle qu'on a extrait, mais en fait vous la connaissez tous, tous ou presque, sous le nom de map. D'accord ? Et donc là, quand je disais tout à l'heure que la programmation fonctionnelle, c'est une abstraction au-dessus du code impératif, bah, c'en est un peu un exemple. D'accord ? Très bien. Alors, ici, on est bien. On va voir un autre exemple. Maintenant, j'ai un autre test. Dans cet autre test, qui va m'intéresser, c'est que dans ce menu, j'ai des produits. Chacun de ces produits a des sous-produits. Par exemple, vous avez le supplément bacon de votre burger. C'est un sous-produit. Et ce qui m'intéresse, c'est de lister tous les sous-produits. Bon, ça peut être c'est un exemple comme un autre. Quand je regarde la structure de ce code, finalement, j'ai quoi? J'ai quelque chose qui ressemble à ce qu'on a manipulé tout à l'heure. Donc on pourrait se dire, hop là, j'ai fait une bêtise, voilà. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on pourrait pourquoi pas réutiliser l'abstraction de tout à l'heure. Donc là, ici, il suffit de faire un... Alors tais-toi, me spoil pas s'il te plaît. Voilà, merci. Donc ce que je pourrais dire, c'est réutiliser ma fonction map pour pouvoir finalement récupérer tous mes sous-produits. Mais là, vous voyez, mon compilateur, il me dit ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que je voulais une liste de produits, alors que là, je suis en train de lui retourner une liste de produits. Donc là, il y a quelque chose qui, dans la première abstraction que j'ai fait émerger, qui ne marche plus, parce que, pour différentes raisons, et on va voir qu'en refactorant, on va s'en rendre compte. Donc je reviens à mon implémentation et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que ici je vais sortir mes produits parce que ça va être utile. Et ici, vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est de récupérer la liste des sous-produits. Donc ça, c'est quoi? C'est juste une fonction qui est... Ah, je crois qu'il m'a aidé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une liste de fonctions qui va me chercher les sous-produits d'un produit. D'accord? Donc ça, c'est juste une façon réduite de définir une lambda en Java. Si je peux le faire... Non, c'est pas ça. Je peux le faire de cette façon-là si vous préférez, mais vous avez l'idée. Bon. Très bien. Ici, maintenant, j'ai un comportement générique. Ici, je peux le refactorer. Pour l'instant, cette fonction, on va l'appeler f. Et non, ça ne va pas. J'ai oublié une étape, sinon ça ne marche pas. C'est qu'effectivement, cette fonction-là, il faut que je la réutilise. Ici, subproduct.applyProduct. Merci. Ici, je suis toujours vert. Très bien. Et donc là, je vais pouvoir refactorer. On a dit qu'on appelait ça f. D'accord. Et ici, de la même façon, on va rendre cette fonction plus générique. On va introduire un t, comme tout à l'heure, qui va être notre type d'entrée. C'est-à-dire que là, je vais avoir une liste de t. Et là, dans cette fonction, ici, je vais transformer un t en une liste de subproducts. Ici, j'itère sur les t. Et là, de cette façon-là, j'ai déjà un premier niveau de généricité. On va introduire le second, comme tout à l'heure, sur u, qui va être mon type de sortie. C'est-à-dire que là, je vais avoir une liste de sous-produits. Ici, de la même façon, je vais transformer mon t en une liste de U. Là, j'initialise ma liste de U. Et là, j'ai rendu ma fonction générique. D'accord? Je ne vais pas renommer, mais vous avez l'idée. Alors, finalement, cette fonction, je vais la bouger. Hein. Je vais la mettre avec l'autre. Elle sera pas mal, dans un premier temps. Et donc là, vous voyez que finalement, ici, quand je réinline, eh bien, j'ai quelque chose qui nous raconte, tiens, on va même simplifier ça, j'ai finalement une autre forme de composition, d'accord? Et ici, là, en utilisant cette abstraction-là, eh bien, j'ai rendu un autre comportement abstrait.
Et donc je m'intéresse ici, une fois que je lis cette fonction, je m'intéresse vraiment au résultat. La façon dont je vais transformer mes produits pour ensuite récupérer la liste de mes produits. Et ça, c'est qu'une fonction c'est que quelque chose auquel je suis arrivé par simple refactoring. C'est là où je veux en venir. Très bien. Ok, très bien. Donc on a cette fonction et vous voyez que la différence qu'on a entre les deux fonctions, la première elle prend un t vers u, alors que la deuxième prend un t vers liste de u. Et donc c'est là où en fait il y a eu, et on le voit aussi dans l'implémentation, parce que là on fait un add alors que là on fait un add all, et que effectivement c'est là où il y a cette petite nuance qui m'a amené à avoir deux abstractions. Et ici cette fonction vous la connaissez aussi certainement sous le nom de flatmap. D'accord? Ben, flatmap c'est ni plus ni moins que ça. D'accord? Ok, je pourrais aller un petit peu plus loin dans ma démo, mais il me reste même pas 25 minutes, donc ça va être un peu long. On va tout sortir, je vais enlever tout le code pour passer à la suite. Voilà, on s'en fiche. Tac, non, c'est pas ça. Hop, je vais y arriver. Voilà. Voilà, merci, très bien. Et là maintenant, je vais vous montrer du coup je vais vous montrer un autre exemple de ce qu'on pourrait faire. C'est dans un autre test, mais je ne vais pas le coder parce que je ne vais pas avoir le temps. C'est un autre test qui existe dans mes orders. Dans mes orders, donc une commande, en fait, c'est quoi? C'est une commande. Vous ajoutez des produits à une commande et à la fin, vous les payer et vous faire servir. Bon, tout simplement. Et ben dans cette liste, dans cette commande, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le montant total. Si je regarde la façon dont le montant total est calculé, ben vous voyez, je viens partir d'un montant initial et je viens itérer de proche en proche pour recalculer ce montant total. D'accord ? Ça, en fait, c'est pareil, c'est une structure qu'on peut abstraire et je vais vous montrer directement la façon de l'abstraire. Voilà, c'est une fonction que vous connaissez sous le nom de reduce, d'accord, qui itère sur un itérable et qui, à partir d'une valeur initiale, vous appliquez les transformations qui, de proche en proche, vous permettent d'obtenir le résultat. Effectivement, faire une somme, c'est le cas le plus classique d'un reduce, mais on peut faire plein de reduce. Reduce, c'est la vie, hein, littéralement. Et donc reduce, finalement, quand on regarde son implémentation, c'est pas grand-chose de très compliqué, d'accord ? Donc derrière ce machin reduce, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, c'est pas très compliqué. Il vient juste accumuler des valeurs en faisant un for off, d'accord ? Ok, très bien. Alors, j'espère que déjà ça vous a montré d'autres façons de composer le code, et il en existe plein, et je ne vais pas toutes les citer parce qu'on a évidemment pas le temps. Alors, j'aimerais vous parler d'un autre sujet. Concernant une autre pratique de programmation fonctionnelle que moi j'applique plus régulièrement, qui est le TDD. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de test-driven développement alors que tu nous parles de programmation fonctionnelle? Enfin, je ne vais pas vous parler de test-driven développement, je vais vous parler de type-driven développement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, de découvrir plus profondément lorsque j'étais dans cette boîte qui faisait de la scale. Pourquoi? Parce que moi, mon habitude, c'était de commencer par écrire un test, alors que eux, l'idée, c'était de commencer par écrire des types. Et donc de décrire le problème et de modéliser le problème directement avec des types. Effectivement, le système de type d'Haskell est très puissant, et donc il vous permet d'exprimer tout un tas de choses et de rendre certaines situations impossibles by design. Et ça, c'est quelque chose que j'ai inclus aujourd'hui, et aujourd'hui, même dans des langages mainstream, vous avez accès à des systèmes de type qui vous permettent d'aller dans ce sens-là. Je ne vais pas dire d'atteindre le même résultat, mais en tout cas d'aller dans ce sens-là. Alors on va essayer de le voir, et la première chose qu'on va essayer de regarder, c'est la notion de value object. Alors, de nouveau, j'ai du code. Dans ce code, qu'est-ce que j'ai? C'est à quel endroit déjà? Je crois que c'est ici. Voilà, oui, c'est là. Alors ici, vous voyez, j'ai un test qui est désactivé. Ce test, il est désactivé tout simplement parce qu'il ne passe pas. Donc quand je l'exécute et que je vais regarder le résultat ici, mon kitchen test là, qu'est-ce que fait? Alors déjà, fonctionnellement, qu'est-ce que ça fait? Une kitchen, c'est la cuisine, d'accord, qui reçoit des commandes et qui, au fur et à mesure qu'elle a de la disponibilité, va prendre une commande et va la préparer. Et lorsqu'elle l'a préparée, elle la passe à délivrer, elle la passe, je veux dire, en ready to deliver, on dit, c'est-à-dire en prêt à être livré au client. Donc là, j'ai un certain nombre de commandes, elles ont toutes été envoyées dans une queue de la cuisine, et la cuisine est venue en prendre les deux premières. D'accord? Et lorsqu'elle a pris donc après, ce qui m'intéresse à un moment donné, c'est de lister toutes les commandes qui sont en cours de préparation.
Donc j'ai simplement ce cas-là. Et lorsque j'exécute ça, je regarde juste les numéros de commande pour vérifier que ça se passe bien. D'ailleurs, c'est la seule chose qui m'intéresse à ce moment-là, ce sont les numéros de commande. Et quand je regarde finalement mon test, vous voyez, la première commande, elle est bien là. Par contre, la deuxième, j'ai nul à la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fin de compte, ici, mon éditeur, heureusement, mon éditeur m'a aidé un peu. Parce qu'il m'a préfixé ici mes paramètres, et là il me dit ça c'est une note et ça c'est un number. Alors un order, effectivement, il a un numéro pour l'identifier, et il a des notes qui permettent par exemple au client de passer une information en cuisine, faire attention à certaines choses, et donc voilà. Et là on se rend compte qu'en fait on a tout simplement flippé l'un et l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand je regarde l'implémentation? Oui, j'ai deux chaînes de caractères, c'est facile de se tromper, je les inverse et j'arrive à quelque chose de catastrophique. Alors, je vais les inverser ici. Alors, je vais les inverser à la hussarde, parce que vous voyez, parce que je sais que ça passe bien dans ce cas-là. Normalement, on aurait probablement dû utiliser d'autres approches, mais là, je vais aller un petit peu plus vite. Ici, et là, j'ai déjà fait évoluer mon système. C'est-à-dire que là, vous voyez déjà, j'ai mis les choses à la bonne place. L'idée, c'est de revenir en barre verte le plus vite possible. Alors, mon test n'est pas encore rouge. Mon test est encore rouge. Pourquoi? Parce que maintenant, à la place d'avoir des numéros, j'ai des notes. Alors, je ne vais pas corriger le problème tout de suite et je vais introduire la notion de value object. C'est-à-dire la notion de value object, c'est ce qui va me permettre d'encapsuler mon type primitif pour éviter de faire cette erreur-là entre deux chaînes de caractères. Donc la première chose que je vais créer, c'est un value object au-dessus pour le numéro de la commande. Donc je vais l'appeler order number, je vais créer les records, qui est un moyen très simple de faire des value objects en Java. Ici, je vais juste encapsuler une valeur qui est la chaîne de caractères, qui est en l'occurrence le numéro. Ici, je vais l'utiliser en interne. Voilà, donc j'ai mon order number. Évidemment, ici, il faut que je change pour instancier mon order number. OK. Et à partir de là, j'ai déjà quelque chose, j'ai déjà avancé d'une étape. La deuxième étape, c'est de créer mon order note. Je vais le créer maintenant. Alors, c'est pas comme ça que j'aurais codé normalement, mais là, je vais arriver à une démo, un petit effet démo, donc c'est pour ça que je fais les choses comme ça. On va ajouter notre order note qui, lui, va encapsuler de la même façon une autre valeur, la propre valeur, peu importe le nom. Et ici, je vais utiliser des order notes. Très bien. Hop. Voilà. Et donc ces notes ici, j'instancie pour avoir le bon type. Bon, là je repasse, et là qu'est-ce qui se passe? Mon test, c'est même pas qu'il passe plus, c'est que ça compile plus. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que le fait d'avoir utilisé des value objects, j'ai même plus le feedback de mon test, j'ai directement le feedback de mon compilateur. Ça c'est très intéressant, et regardez ce qui se passe, c'est qu'en plus de la première erreur dans mon constructeur, j'ai maintenant une autre erreur dans un getter, où je n'ai pas utilisé le bon type, parce que je n'ai pas fait gaffe, ça commençait par N, j'étais fatigué, je n'ai pas vu. Et bien, heureusement qu'on avait créé un test pour voir ça, parce que sinon on aurait eu un problème en prod. Donc ici, on va utiliser la version du number pour, la valeur du number pour retourner au moins ça. Et donc là, après, ici, je vais retourner au moins en barre verte. Alors évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Parce que si je m'arrête là, je vais avoir un problème parce que, je vais revenir à l'état d'avant, hop, voilà, je vais revenir à l'état d'avant et je vais vous montrer la fin, voilà, et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je vais utiliser ensuite un petit peu partout ces value objects pour éviter toutes ces erreurs. Et donc vous voyez que le fait d'utiliser value object va m'éviter toute une catégorie d'erreurs. D'accord? Et c'est là où je vais en venir. Bon. Alors, ça, c'est une façon de faire du type-driven development. Alors, le fait déjà de matérialiser ces valeurs-là par des value objects, ça va déjà vous permettre de capturer une intention métier, mais en plus d'éviter, grâce à votre compilateur, tout un tas d'erreurs. Une autre façon, en fait, de faire du type-driven development, une autre approche, c'est d'utiliser des systèmes de type algébrique. Alors ça, c'est déjà un terme un peu plus compliqué. En fait, on va voir que ce n'est pas très compliqué ce qui se cache derrière. Finalement, dans les types algébriques, vous avez deux grandes familles de types. Vous avez les product types. Donc les product types, finalement, la façon dont on pourrait le présenter, c'est Scott Blanching qui le présente comme ça, c'est finalement tout ce que vous pouvez décrire avec un « et ». Tout à l'heure, je vous ai montré une commande, la fameuse classe order. Qu'est-ce qu'une commande? Une commande, c'est un numéro de commande, c'est des items et éventuellement des notes.
D'accord, et à chaque fois, vous voyez, j'utilise ce et donc ça, c'est ce qui fait que le order est un product type. Et généralement, pour décrire un product type, pour implémenter un product type, ce qu'on va utiliser, ce sont des classes, des records, mais aussi des listes, ce sont aussi des product types. Et donc finalement, ça, ce sont des structures que vous avez l'habitude d'utiliser. Sachez que tout ça, ce sont des product types. Son pendant, dans le système de type algébrique, ce sont les sum types. Les sum types, on les utilise beaucoup moins. On les connaît d'une façon, notamment le sum type le plus simple du monde, qui sont les enums. Et la façon de décrire un sum type, c'est quand vous utilisez ou. Donc par exemple, on va le voir, j'ai ma commande qui est aussi un statut. Et ce statut, elle n'en a qu'un à un instant T. Et ce statut, il peut prendre plusieurs valeurs. Elle peut être soit en cours, soit validée, soit en cours de préparation, soit livrée. D'accord? Donc là, j'ai utilisé soit, j'aurais dû dire ou, mais vous avez compris le principe. L'idée, c'est que finalement, dans un sum type, j'ai une valeur ou une autre, ou une autre, ou une autre. D'accord? Comme je l'ai dit, les enums, c'est le sum type le plus simple du monde. Et il y a des enums qui sont beaucoup plus évolués, selon les langages qui sont structurés de façon différente. Et on va essayer d'en voir, je vais essayer de vous montrer comment. Et je vais vous montrer aussi quel est leur intérêt. Alors, si on regarde un petit peu plus dans ces orders, finalement, ici, on a un statut. D'accord ? Ce statut, au départ, il est pending, c'est-à-dire que le client est en train de passer sa commande. D'accord ? C'est son panier, d'une certaine façon. Voilà. Un modèle un peu simple, mais on va en rester là. Et là, vous voyez, je peux ajouter des produits. D'accord ? Et à la fin, je peux confirmer ma commande. Place order, c'est-à-dire que l'utilisateur confirme sa commande et à partir de ce moment-là, elle part en cuisine. Ensuite, la commande peut être prise en main par la cuisine qui vient confirmer que la commande est en cours de traitement. Et puis, à la fin, elle peut dire « OK, la commande est prête ». Bon. Et vous voyez ici, je suis obligé de passer par du code pour vérifier qu'au moment où je vais placer cette commande, elle sera bien d'abord dans le statut pending et que je ne la place pas alors qu'elle est déjà livrée. Et là, de la même façon, vous voyez ce add product, ici, il n'y a même pas de code qui m'empêche de faire un add product alors que la commande est en cuisine. C'est-à-dire que si je mets ça en prod, ça veut dire que n'importe qui peut ajouter un produit alors que la commande est déjà en préparation. Évidemment, on ne veut pas ça. Et donc, pour ça, en fait, on va utiliser un sum type. On va utiliser, en l'occurrence en Java, ça va s'utiliser sous la forme d'une sealed interface ou d'une sealed class. Donc, je vais vous montrer directement le résultat, parce que pour les mêmes raisons, je ne vais pas pouvoir le faire en live coding. Mais ici, vous voyez, la structure a légèrement changé. Ce qui s'appelait order avant, ce qui était une classe avant, maintenant est devenu une sealed interface. Qu'est-ce qu'une sealed interface ? C'est juste une interface dont les implémentations sont connues et sont définies à l'avance. D'accord ? Et la liste est fermée. D'accord ? Et là, vous voyez ici, cette liste, on la voit ici. On a maintenant 4 types d'orders différents. Chacun implémente cette interface. Et en l'occurrence, vous voyez que ce que j'ai utilisé, c'est un objet par statut. Et le problème que j'avais tout à l'heure, et que j'aurais dû résoudre par du code et des tests, je ne l'ai même plus par design. Pourquoi ? Parce que dans mon pending order, je peux ajouter un produit, je peux le placer, et d'ailleurs vous avez vu que je n'ai même plus besoin de vérifier s'il est pending, puisque c'est la classe qui me dit qu'il est pending. D'accord ? Alors que là, quand il est placed, une fois qu'il est placed, je ne peux plus ajouter d'order. Et à partir de ce moment-là, je ne vais plus pouvoir ajouter de produits. D'accord ? Et donc vous voyez qu'avec des systèmes de type, donc les product types dont vous avez l'habitude, et les sum types, vous pouvez décrire un modèle beaucoup plus proche de la réalité et empêcher, by design, des situations impossibles. Okay ? Ça, c'est ça que je voulais illustrer. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans ma façon de modéliser, surtout quand vous couplez ça à du domaine driven design. Très bien. On va repartir là-dessus. La troisième chose que je voudrais vous montrer, le troisième principe, c'est l'immutabilité. Donc ça, l'immutabilité, c'est peut-être quelque chose qui est déjà un petit peu mieux, un peu plus adopté. Quel principe ? C'est qu'une valeur ne change pas dans le temps. Si je veux la transformer, en fait, j'ai juste une nouvelle instance de cette valeur. Et on va voir, encore avec un peu de code, en quoi ça va nous aider à éviter encore toute une catégorie de bugs. Alors, on va revenir à notre menu qui est ici, dans notre test. Donc là, ça c'est le premier test. Tout à l'heure, vous savez, quand on appliquait un discount sur les produits, on recevait la liste des produits, on regardait dans cette liste, tous les produits avaient bien un produit qui était discounté, un prix qui était discounté, d'accord ? Un classique. Et puis là, vous voyez, j'ai un autre test qui arrive un peu plus tard et qui est disabled. Pourquoi il est disabled ? Tout simplement parce qu'il échoue aussi. Et vous voyez que ce test, qu'est-ce qu'il me dit ?
Il me dit, alors qu'est-ce qu'il fait ce test déjà? Vous voyez, je prends la liste, j'ai toujours ma liste de produits dans mon menu, et quand j'applique le discount, je ne récupère pas le résultat, je veux juste vérifier que les produits du menu n'ont pas changé de prix. Et bien, pas de bol, c'est le cas. J'ai appliqué un discount, et mes produits ont changé de prix. En fait, j'ai eu un effet de bord. D'accord? Et cet effet de bord, il est néfaste parce que j'arrive dans une situation, si je n'avais pas écrit ce test, peut-être que je ne l'aurais pas vu. Ou je l'aurais vu en prod. D'accord? Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde un petit peu dedans, c'est la fonction qu'on a refactorée tout à l'heure. Et vous voyez ici, ça, c'est un effet de bord. En fait, vous êtes en train... Alors, en objet, c'est complètement valable. Par contre, dès que ça veut dire que vous êtes conscient de l'effet de bord que vous produisez à ce moment-là. Ici, dans l'Applied Discount, quand je regarde un peu plus en détail, je viens modifier l'état interne de mon objet. D'accord? Mais mon objet, après, je le réutilise. En fait, lui cette instance-là n'a pas bougé. Elle est toujours dans le menu. D'accord? Alors, moi j'ai une approche qui est un peu différente, c'est que systématiquement, dans ce genre de cas, je préfère appliquer le principe d'immutabilité. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir un void, void c'est la marque des effets de bord par définition, hein, là ce qui m'intéresse c'est de retourner une instance du produit après avoir appliqué le discount. Donc ici, en fait, j'ai juste à retourner une nouvelle instance dans laquelle je vais lui passer ces éléments, le prix discounté, parce que c'est ce qui m'intéresse, et c'est sous-produit, merci copilote. Voilà. Et donc je vais retourner une nouvelle instance. J'applique un principe d'immutabilité. Et ici, là, plutôt que de retourner l'instance que j'avais jusque-là, je vais retourner directement le produit qui est le résultat de l'application non discount. Donc ça, j'en ai plus besoin. C'est ça, ouais, merci. Et en l'occurrence, ça je peux simplifier, ça devient une lambda qui devient assez simple. Et là, vous voyez que ici, maintenant, j'ai une fonction qui est assez simple, qui applique un discount et me retourne une nouvelle version de mon produit. Et là, effectivement, par magie, vu que j'ai éliminé mon effet de bord, j'ai plus le problème que j'avais avec mon test tout à l'heure. Et donc, en appliquant ce principe, même dans des langages comme du Java, même avec des approches objets, vous voyez qu'en fait on arrive à des situations qui vous éliminent tout un tas de bugs. Très bien. Alors, bon, j'en ai fini des démos. Je ne sais pas si ça a été assez rapide ou pas, mais on va essayer de conclure maintenant. Alors, j'aurais pu évoquer plein d'autres principes que j'applique régulièrement. J'aurais pu parler de fonctions pures. Qu'est-ce qu'une fonction pure? C'est une fonction dont le résultat dépend uniquement des paramètres d'entrée et qui ne produit pas d'effet de bord. D'accord? J'aurais pu vous en parler. J'aurais pu vous parler du currying. Le currying, c'est extraordinaire. C'est l'idée en fait qu'une fonction ne prend qu'un paramètre. Et donc, quand vous couplez ça à de l'application partielle, vous arrivez en fait à améliorer la composabilité de votre code. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le currying, extraordinaire. Par contre, le problème du currying, c'est que dans les langages dans lesquels c'est pas prévu, c'est plus difficile parce que c'est énormément de verbosité. Donc ça, c'est quelque chose que typiquement, je ne fais pas trop en Java, parce que c'est chiant à lire, parce que vous avez des fonctions qui retournent des fonctions, qui retournent des fonctions, et quand vous devez écrire le type, c'est un peu lourd, et là, vous vous faites taper dessus. Bon. Ça va, nous, on est en remote. J'aurais pu vous parler de structure de contrôle. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, on utilise beaucoup. Tout à l'heure, je disais, on utilise Waver en Java. Et ça, dans Waver, vous avez ce genre de structure. Et donc, vous avez la possibilité de gérer la présence ou l'absence. Vous avez la possibilité de gérer le succès ou l'erreur. Et quand vous utilisez ces structures-là dans les signatures de vos fonctions, déjà, d'une, vous rendez votre intention plus explicite. Et en plus, vous obligez ceux qui appellent ces fonctions-là, ces méthodes en l'occurrence, de traiter tous les cas. Et ça, c'est encore une fois une façon de réduire la quantité de bugs que vous pouvez produire. J'aurais pu vous parler de traverse, et je ne vais pas en parler, mais si je ne l'avais pas cité, je me serais fait engueuler. Et c'est un principe. Traverse, en gros, c'est le 42 du développement. Hein. C'est la réponse universelle à tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, quel bénéfice je tire de tout ça? La première chose, ça j'espère que je l'ai un petit peu illustré, c'est que je réduis drastiquement, en adoptant simplement ce paradigme et certains de ces principes, j'ai réduit la quantité de bugs que je produis. J'en produis toujours, mais moins. Par contre, et tout simplement en éliminant certaines catégories de bugs, by design.
Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Notamment en obligeant, comme je viens de le dire, en obligeant à traiter tous les cas. Ou notamment aussi en éliminant un certain nombre de possibilités qui ne sont dans la vie pas possibles, juste by design, parce que mon système de type, ou parce que mon modèle et mon système de type ont permis de le faire. Et aussi en améliorant la prédictibilité de mon code, en éliminant un certain nombre d'effets de bord, grâce par exemple à l'immutabilité. D'accord ? La deuxième chose, c'est que moi, pour le coup, je trouve, par rapport au problème que j'évoquais tout à l'heure, qu'on peut trouver un certain confort, et moi c'est mon cas en tout cas, de trouver un certain confort dans ce paradigme. Moi, en l'occurrence, je suis ravi quand mon compilateur me dit « ce que tu fais là, c'est pas possible ». Je suis ravi aussi quand j'évite tout un tas d'effets de bord, parce qu'au moins, je sais pas, je suis dans une forme de bien-être quand je sais que je ne produis pas d'effets de bord. Parce que je sais que c'est quelque chose dans ma charge mentale au moins. D'accord ? Donc c'est pour ça aussi que j'applique ces principes. Et puis la dernière grande raison, c'est aussi limiter l'entropie. Limiter l'entropie de votre système. L'entropie, c'est la capacité d'un système à se désorganiser. D'accord ? Alors évidemment, si vous n'ajoutez pas de code, l'entropie n'augmente pas, on est d'accord. Mais dans une logique de produit, vous avez votre produit qui progresse, vous avez le set de features qui augmente, vous avez la topologie d'utilisateurs qui progresse, vous avez le nombre d'utilisateurs qui progresse, et tout ça, en fait, concourt à la complexité de votre application. Elle va se complexifier alors même qu'elle a été démarrée sur un coin de table. Et elle est en prod. Et donc ça, en fait, si vous ne faites pas attention, l'entropie, elle augmente de manière exponentielle. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de pratiques qui vous permettent de limiter cette entropie et d'accompagner finalement la complexité grandissante de votre application. Et ça, c'est vrai, je trouve, en tout cas, pour le fonctionnel, de mon point de vue, attention, de mon point de vue, le fonctionnel m'aide plus facilement à limiter l'entropie, plus que l'objet, qui lui-même le limite évidemment plus que le procédural. Et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de fonctionnel dans les conférences craft, comme celle-ci, ou dans des zones conférences en l'occurrence, parce que on pense que ça nous aide à gérer justement cette entropie. Et ce qui est vrai pour un paradigme de langage, c'est vrai pour d'autres pratiques, comme par exemple les archis exa ou les archis clean, qui, de manière générale, permettent d'accompagner la complexité d'une application et de limiter l'entropie par rapport à une application entière où là on va avoir une cohésion de votre code métier qui va être très faible, là où une archi exa va justement améliorer la cohésion de votre code. C'est vrai aussi au niveau des tests. C'est-à-dire le fait de promulguer le TD, c'est aussi une façon d'accompagner la complexité de votre application tout en limitant l'entropie par des petites itérations et par un test qui va à chaque fois me faire progresser dans le développement. Et c'est pour ça qu'on le met en avant, d'accord ? Et c'est toujours mieux que le test after, qui lui-même est toujours une meilleure pratique que nos tests. Tout ça, en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous parle de ces pratiques, l'idée, c'est ça là, c'est toujours de limiter l'entropie. Et puis, l'itératif marche beaucoup mieux que la cascade. Et donc c'est aussi pour ça que le fait d'avoir le feedback de la prod, c'est important, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir une meilleure appréhension du problème qu'on résout et de la complexité qu'on a à gérer. Alors, je ne sais pas où j'en suis du temps, mais je vais conclure. Donc l'idée de la programmation fonctionnelle, j'espère que je l'ai à peu près illustré, l'idée c'est que ce n'est pas qu'une hype. Comme on a pu me le dire, c'est avant tout parce que ça résout des vrais problèmes. Et j'espère aussi vous avoir montré, c'est aussi pour ça que je vous ai montré des choses en Java, j'aurais pu le faire en Kotlin, mais là c'est trop facile. Là je vous demande dans un langage qui s'ouvre à ce genre de paradigme et qui vous permet déjà de faire un certain nombre de choses. D'accord ? Donc il y a un certain nombre de principes, j'espère que j'ai illustré, qui sont déjà applicables aujourd'hui dans les langages mainstream. Vous n'êtes pas obligé d'aller sortir l'artillerie lourde. Et puis, ça, c'est quelque chose que, effectivement, j'ai eu cette chance-là, et si vous l'avez un jour, je vous encourage à suivre cette voie, mais au moins, déjà expérimenter un peu d'Haskell, parce que, mine de rien, ça vous amène à vous poser des questions que vous n'êtes peut-être pas posées jusque-là, à vous voir autre chose. Et ça vous améliore, et ça améliore aussi la façon dont quand vous revenez dans votre langage, la façon dont vous codez. Quelques lectures, en tout cas moi, qui m'ont influencé. La première, Functional Thinking de Neil Ford, donc qui insiste vraiment sur le modèle mental derrière la programmation fonctionnelle, qui est très intéressant. Et puis, ça
Je ne sais pas si Bastien est là. Domain Modeling Made Functional, j'ai même encore ouvert quelque part dans un de mes onglets. C'est même un bouquin qu'on a fait, on a vu en book club là, dans notre équipe tech. C'est vraiment génial, et en plus quand vous couplez ça au Domain Driven Design, il vous montre comment en fait finalement le fonctionnel et certaines approches fonctionnelles vous permettent de modéliser votre modèle de façon intéressante. Et je vous remercie. Je ne sais pas s'il reste du temps. Je suis très preneur de vos feedbacks. Encore une fois, c'est la première fois que je la donne. Et voilà, donc il y a aussi les slides qui sont disponibles, le repo de code aussi. Et je ne sais pas si j'ai le temps de prendre une ou deux questions. Ah, merci Rémi. Traverse. Est-ce que tu es là demain? Non, bon. Alors, traverse. Comment l'expliquer simplement? Est-ce que tu connais JavaScript? Tu connais les promesses? Tu connais promise.all? Voilà. Promise.all, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un moment donné, tu as une liste, tu pars d'une liste de valeurs, tu mappes cette liste sur des promesses. Et tu te retrouves magiquement avec une liste de promesses. C'est pas de bol parce que tu as envie finalement d'avoir qu'une promesse avec l'ensemble des résultats, c'est-à-dire une promesse de liste. D'accord? Et bien c'est ce que fait promise.all pour toi. D'accord? Ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient enchaîner toutes les promesses pour toi pour te retourner une promesse, et il a fait un reduce en gros, hein, à peu près, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça, sur lequel qui a permis d'obtenir cette promesse à la fin.